Dans cette vidéo, je vais te partager toute l'infrastructure IA locale qu'on installe chez nos clients et qu'on utilise aussi pour nous. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire les différents logiciels open source qu'on va télécharger, paramétrer, configurer et utiliser pour effectivement par la suite développer nos automatisations et nos agents IA en low code. Alors pourquoi c'est intéressant de le faire en local? Parce que ça va nous permettre de réduire les coûts à deux niveaux. Ça va nous permettre de réduire les coûts au niveau des logiciels et au niveau des API. Et ça va aussi nous permettre d'augmenter tout ce qui est sécurité. Pourquoi? Parce que tu vas l'installer sur ton ordinateur ou sur ton infrastructure. Et ça va aussi nous permettre d'augmenter tout ce qui est RGPD. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas envoyer toutes tes informations, toute ta data, tes data clients directement sur un cloud américain ou sur un cloud chinois. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Quentin Gavilla et avec mon associé Benoît, on a une agence de développement spécialisée dans l'IA, c'est-à-dire qu'on va développer des automatisations, des agents IA et des back-ends de SaaS, sachant que les trois s'entrecoupent pour les entreprises. Donc, voici quelques projets qu'on partage dans notre communauté IA, des projets qui s'attaquent en général autour du marketing, de la vente, de la gestion de gros documents, de l'administratif et du support client, sachant qu'on peut aussi automatiser des process métiers plus spécifiques, mais ça va nous prendre effectivement plus de temps, plus de ressources. Ça dépend de l'envie du client. Rentrons dans le vif du sujet. Le tech stack qu'on utilise pour commencer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les différents logiciels. Premièrement, on utilise n8n, qui est donc notre orchestrateur, c'est-à-dire qui va nous permettre de développer en low code des automatisations et des agents IA et de les plug dans l'infrastructure du client facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser par exemple les API actuels du client facilement, les différents logiciels actuels, par exemple le CRM, par exemple connecter les réseaux sociaux, par exemple connecter le site internet, ça va être très facile de les connecter directement sur n8n. Enfin, pas très facile, mais en tout cas, ça va être relativement facile. Ensuite, on utilise Quadrant. Quadrant, c'est une base de données vectorielle. Il y en a d'autres qui sont relativement similaires, tels que Supabase, tels que Pinecone. Cependant, nous, on a une préférence pour Quadrant. Pourquoi? Parce que ça s'installe effectivement en local, mais vous pouvez aussi le mettre sur le cloud ou en hybride. Donc, c'est vachement pratique. On utilise, en l'occurrence, Pinecone ou Supabase lorsque, par exemple, on fait des démos sur YouTube parce que c'est plus simple, ou lorsqu'un client a déjà une stack existante, par exemple avec Supabase. On va continuer évidemment avec Supabase. Ensuite, Postgre, Ollama. Donc Ollama, c'est quoi? C'est une plateforme proposée par Tonton Zuckerberg qui va nous permettre effectivement de télécharger pas mal de LLM open source et c'est vachement pratique. Donc par exemple, vous avez DeepSeek, vous avez Llama 3.3, vous avez Phi, vous avez Mistral. Sachant que Mistral, c'est intéressant parce qu'il est ultra rapide. DeepSeek, il est intéressant parce qu'il a un raisonnement élevé. Cependant, il y a une problématique. La problématique qui est quand même une grosse problématique, c'est que typiquement, vous allez pouvoir télécharger que le 7B ou le 1,5B si vous avez un ordinateur classique. Bon, si vous le faites pour des clients et que les clients ils ont des serveurs, etc., ça peut aller. Cependant, si vous le faites directement sur votre ordinateur, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais si vous le connectez effectivement dans n8n comme on va le faire par la suite, ça risque de prendre du temps. Il y aura une énorme latence lorsque vous allez envoyer votre query et que le LLM va vous répondre. Donc, Ollama, vous avez tous les liens directement dans le document de présentation, les prérequis pour installer l'infrastructure. Donc, on a besoin de Git, on a besoin de Docker. Donc, si vous ne connaissez pas Docker, je vous incite à aller regarder un peu plus en détail, par exemple, sur YouTube, c'est quoi cette technologie, parce que c'est vachement pratique et vachement utile. Et on va commencer par les recommandations de n8n. Donc, on va aller directement sur le GitHub de n8n qui s'appelle Self-Hosted AI Starter Kit. Donc, on a le Starter Kit, effectivement, avec les différentes technologies qu'on va utiliser. Par exemple, si on va dans le point env, c'est là où vous allez mettre tous vos mots de passe, tous vos credentials. Le docker-compose.yml, c'est là où la magie opère. C'est là où on va pouvoir effectivement mettre toutes les technologies qu'on veut, les paramétrer, les configurer, mettre les ports, donc les ports de connexion entre votre ordinateur et entre les microservices. Ils ont une documentation quand même pas mal détaillée, mais pour vous faire simple, premièrement, on va devoir cloner le repository. Donc j'ai mis les différentes étapes directement sur le document. Donc vous allez dans votre CMD. Je clique sur mon CMD. Une fois que vous êtes sur votre CMD, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va cloner le repository. Pour cloner le repository, on va coller. Sauf que moi, je l'ai déjà installé. Donc fatal destination path already exists and is not empty directory. Une fois que c'est fait, vous allez directement mettre la deuxième commande, ce qui va vous permettre d'aller chercher ce que vous venez de cloner. Une fois que c'est fait, on va vouloir modifier l'intérieur du directory. Et pour faire ça, on va faire code point pour aller sur VS Code.
Une fois que VS Code a été ouvert, vous allez pouvoir modifier l'intérieur du directory proposé par n8n. Donc quand vous allez dans le point env, je ne vais pas aller dessus parce qu'il y a forcément mes identifiants, mais vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait modifier à la fin et mettre des credentials, des clés d'encryption, etc. que vous allez mettre, que vous allez stocker quelque part pour pouvoir par la suite le réutiliser. Les points importants à rajouter sur le docker-compose proposé par n8n, c'est que premièrement, il faut exposer Postgres. Ils n'ont pas exposé Postgres, donc il va falloir rajouter cette ligne de code, enfin ces 2 lignes de code qui n'ont pas directement sur le directory. Ensuite, il va falloir rajouter les modèles Olama que vous voulez exploiter. Donc juste ici, common, sleep, là vous voyez que j'ai utilisé Olama 3.2. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs versions, il y a 3.1, 3.2, 3.3. On va utiliser aussi le embed text, ce qui va nous permettre d'embed le texte existant par la suite sur nos workflows n8n. Moi j'ai aussi pris DeepSeek, et j'ai aussi pris Mistral, parce que c'est effectivement des modèles qui sont vachement pratiques et vachement utiles. Si vous voulez avoir accès à mon code docker-compose.yml, ma version et pas celle de n8n, vous pouvez directement la télécharger dans ma communauté Skool gratuite disponible dans la description. Donc une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre invite de commande, et on va mettre cette commande. Donc la commande va dépendre effectivement de si vous êtes par exemple sur Mac, si vous avez une GPU. Par exemple, si vous avez une GPU, on va mettre G ici, sauf que moi j'ai pas de GPU, j'ai une CPU, et après vous allez entrer. Et une fois que c'est entré, ça va télécharger tout le directory, sachant que moi je l'avais évidemment déjà téléchargé. Et une fois que c'est fait, on va se retrouver sur Docker, donc sur Docker Desktop que je vous ai donné comme prérequis. Une fois que vous avez ouvert Docker Desktop, on va avoir accès à nos différents microservices. Donc typiquement, on a n8n. Donc si vous cliquez sur le port n8n, vous aurez accès à HTTP localhost 5678, ce qui devrait nous rediriger directement sur notre dashboard n8n. Vous avez aussi Quadrant en local. Donc si vous allez sur le port de Quadrant, juste ici, vous cliquez /dashboard et vous devrez avoir accès à votre base de données vectorielle en local. Donc la base de données, pour une démo très rapide, vous allez dans votre console. À partir de votre console, c'est là que vous allez pouvoir mettre votre code, par exemple, pour créer votre collection. Pour le contexte de cette vidéo, je vais vous fournir un workflow que j'ai mis en local, qui est partiellement celui d'un client. C'est effectivement une problématique récurrente chez nos clients de pouvoir stocker des PDF, des données, des fiches techniques, les mettre dans une base de données vectorielle pour pouvoir par la suite les exploiter. Les exploiter de 2 façons. Soit on l'exploite via un chat, donc on crée un chatbot en interne ou en externe avec les données supplémentaires, soit souvent pour générer des documents complexes. Donc si à partir de données existantes, on a envie de générer des documents complexes, souvent dans tout ce qui est conseil financier, dans tout ce qui est expert comptable, notariat, on a beaucoup de documents et à partir de ces documents, on aimerait générer des documents en automatique. On va commencer par un workflow comme celui-ci. Donc, je m'explique. Premièrement, il va falloir créer une data pipeline. Donc, la data pipeline, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer les documents, par exemple sous forme de PDF. Donc là, pour l'exemple, je suis allé sur Internet et j'ai pris des textes de loi français. J'ai téléchargé les PDF, je les ai mis sur mon GitHub. Puis j'ai créé un nœud GitHub où j'ai connecté effectivement le repository, donc l'endroit où j'ai stocké ces PDF. Vous voyez le file path, le PDF du texte de loi français. Une fois que c'est fait, on va récupérer le extract from file, c'est-à-dire qu'on va récupérer le PDF que vous voyez juste à gauche, et on va récupérer les informations à l'intérieur du PDF. Pourquoi? Parce que par la suite, on va vouloir les stocker directement dans Quadrant. Donc on va mettre une limite, donc on a un nœud limite à 30. Pourquoi? Parce que si les documents sont extrêmement longs et si on a beaucoup de documents, le stockage en automatique par la suite, donc la vectorisation, va bugger, tout simplement. Ça va bugger, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ensuite, on va créer un nœud Quadrant Vector Store. C'est là qu'on va stocker les données. Donc, on va stocker les données dans la collection. Je vais vous montrer comment créer la collection. La collection que j'ai appelée texte de loi français. Une fois que c'est fait, on va connecter à un embedding. Donc, j'ai pris l'embedding d'OpenAI. Et aussi, on va connecter à un default data loader et un caractère text splitter. Alors, pour créer la collection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur Quadrant. Votre Quadrant
en local, ce qui est vachement intéressant. On va aller dans la console et vous allez créer une collection. Alors les paramètres de la collection vont dépendre vraiment de votre use case. Je vous incite tout simplement à aller voir la documentation de Quadrant, potentiellement la mettre sur ChatGPT pour lui poser des questions et mieux comprendre les différents paramètres et les différents algorithmes disponibles. Une fois que c'est fait, on va se retrouver dans la collection. Donc là, vous voyez ma collection que j'ai appelée texte de loi français, où j'ai stocké effectivement le PDF. Et pour le stocker, j'ai utilisé ce workflow de droite. Une fois que c'est fait, on va vouloir exploiter effectivement les PDF. Donc comme je vous ai dit, on a deux façons typiquement de l'exploiter, soit via un chat, c'est-à-dire qu'on va créer un chatbot en interne ou en externe, soit on a envie à partir de ces données de générer des documents ou d'autres éléments que des documents. Par exemple, on peut générer des posts sur les réseaux, on peut générer des publications, newsletters, des articles de SEO, qu'importe. Mais dans notre cas, on va faire un chat. Donc le chat, peux-tu me donner des détails sur le texte de loi? Donc comment ça fonctionne? Premièrement, on a un chat qui est connecté à notre agent IA. Notre agent IA a effectivement un chat modèle. J'utilise ChatGPT, je vais vous expliquer pourquoi dans l'exemple j'utilise ChatGPT alors qu'on a téléchargé Ollama, j'ai pris un Windows Buffer Memory et j'ai connecté ma base de données Quadrant en local que vous voyez juste ici. Donc il va pouvoir accéder aux données qu'on aura stockées au préalable. Et enfin, une petite technique qu'on met souvent chez nos clients, c'est qu'on va traquer les logs. C'est-à-dire qu'on veut traquer tout ce qui s'est passé dans les agents. Pourquoi? Parce qu'on a envie de voir là où il y a eu des erreurs. Donc je traque tout ça à l'intérieur d'un Airtable que je ne vais pas forcément vous montrer. Donc le nom de l'agent, je mets l'input, donc je stocke effectivement l'input juste ici, je le map, hop, comme ça. Je vais prendre l'output aussi de l'agent. Donc là, c'est l'output de la question que je lui ai fournie. Donc il est allé chercher effectivement le texte de loi que j'avais stocké au préalable dans Quadrant. Donc là, vous voyez sa réponse, le LLM utilisé, le prompt de l'agent, je peux aussi mettre manuellement le prompt de l'agent, et la note sur 10, nous on le fait en automatique effectivement avec un deuxième workflow qui va noter sur 10 l'output en fonction de l'input. Ensuite, on a les logs et on a le time. Donc ça nous permet de voir quand il y a eu des erreurs et ça nous permet d'améliorer par la suite, voir où ça a pu se tromper, la précision de l'output, voir en fonction le prompt selon la précision de l'output, etc. C'est une stratégie qui est quand même vachement pratique. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé ChatGPT, et que vous allez probablement faire de même, sauf si vous le faites pour un client. C'est parce que si vous allez utiliser un AI agent juste ici, ce AI agent, vous allez le connecter effectivement à un chat modèle, à un memory et à des tools. Le chat memory, typiquement, on a connecté au Llama chat modèle. On s'est amusé à faire au Llama chat. Mais là, si je mets un de mes modèles, par exemple, je mets Llama 3.2, la problématique, c'est que ça va prendre beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que si je lui posais une question, il va prendre 20 minutes pour me répondre. Pourquoi? Parce que mon PC n'est pas assez puissant. Mais si vous le faites sur l'infrastructure de votre client et qu'il a une bonne infrastructure, vous pouvez peut-être mettre DeepSeek 671B. Et du coup, ce sera ultra puissant et ultra intéressant. Donc moi, c'est pour ça que j'ai utilisé ChatGPT dans notre exemple, mais vous pouvez totalement utiliser d'autres modèles. Donc si vous voulez par exemple Gemini c'est super puissant parce que ça prend 2 millions de contextes, donc c'est ultra puissant. On a Azure qui est un peu plus sécurisé. On a Anthropic, je ne suis pas vraiment un fan de Anthropic, à part pour rédiger du texte. On a Mistral qui est très bien, pourquoi? Parce qu'il répond extrêmement rapidement et c'est aussi un modèle open source, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur pour l'utiliser. Et on a OpenAI, le classique. Ensuite, ce qu'on peut modifier aussi, c'est le memory, tout simplement. Donc le memory, on a plusieurs façons de le stocker. Donc on peut le stocker sur un Windows Buffer Memory, c'est-à-dire que ça va être sur le serveur directement de N8N. Bon, si c'est N8N Cloud, c'est pas N8N Cloud, ça va être directement sur votre ordinateur si vous faites Windows Buffer Memory. Et ensuite, vous pouvez stocker dans Postgres. Donc ça peut être vachement intéressant de stocker dans Postgres puisqu'on a installé Postgres. Donc il va falloir setup vos credentials qui seront effectivement dans le Docker, dans le point env qu'on aura paramétré au départ comme je vous ai montré. Donc vous allez devoir effectivement changer les informations telles que password, le user, la database, et vous allez mettre le port. Donc il faut mettre effectivement le bon port que vous voyez directement dans Docker. Si vous allez juste ici, tac, vous voyez Postgres, ça c'est le port en question, 54 32 54 32. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement connecter Postgres. Sauf que pour l'exemple, j'avais mis Windows Buffer Memory. C'était tout pour ce workflow d'exemple. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez avoir des solutions un peu plus scalables et un peu plus production ready, c'est-à-dire que vous pouvez directement l'installer chez vos clients ou l'utiliser pour vous, il va falloir quand même les travailler un peu plus. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver le workflow et le GitHub directement dans ma communauté School.